Imaginez un instant confier toutes les clés de notre maison, genre l'accès à vos comptes bancaires et même les titres de propriété de vos terres, à un ancien tuteur. Ouais. Un tuteur avec qui, en plus, l'histoire a été pour le moins conflictuelle, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Et tout ça, simplement pour qu'il accepte de dire publiquement qu'il vous soutienne face à vos voisins. Ah, c'est une image assez brutale. C'est clair que c'est brutal, mais en fait, selon une analyse géopolitique vraiment très controversée, qui fait l'objet de notre plongée d'aujourd'hui, c'est exactement la mécanique secrète qui serait à l'œuvre en ce moment même entre la France et le Maroc. Tout à fait. Et le document sur lequel on va se baser pour cette exploration, il s'intitule Le texte collé ou Nas al-Mulsak dans sa version originale. D'accord. Et pour le coup, c'est une charge d'une rare violence, hein, une attaque frontale contre l'appareil d'État marocain et la diplomatie française. Mais, et je pense que tu seras d'accord, avant même de commencer à disséquer les arguments de cet auteur, il faut absolument qu'on impose un cadre très très strict à cette analyse. Ah oui, indispensable. La règle pour la session d'aujourd'hui, c'est vraiment celle d'une neutralité clinique absolue. Parce que le texte déploie une rhétorique super agressive, avec des mots très lourds historiquement et des accusations de trahison nationale, quoi. Exactement. Et notre objectif, à ceux qui nous écoutent, on le précise bien, on n'est ni là pour valider, ni pour condamner les opinions politiques, économiques ou anti-impérialistes de cette source. On s'en détache complètement. Voilà, on est juste de décodeurs impartiaux aujourd'hui. L'intérêt de ce document, c'est la fenêtre qu'il ouvre sur la façon dont on peut interpréter les accords diplomatiques modernes, parce que ce qui est vendu sur les scènes officielles comme le sommet de la coopération bilatérale, un partenariat historique, triomphant, c'est décodé par cet auteur comme une reddition totale, pure et simple. Ouais, une capitulation même. Et d'ailleurs, pour comprendre cette dissonance, faut vraiment s'arrêter sur le vocabulaire. Dès le début, la source cible ce qu'elle appelle le Maxen. Ah oui, le fameux Maxen. On l'entend super souvent dans l'actualité nord-africaine, ce terme. C'est ça. Mais l'auteur, lui, donne une coloration bien spécifique ici, tu vois. Traditionnellement, dans le lexique politique marocain, le Makhzen, c'est le réseau d'institutions, les hauts fonctionnaires, les militaires, les notables, qui gravitent autour du palais royal. En gros, l'État profond. L'establishment, quoi. Exactement. Mais sous la plume de notre source, c'est pas juste un mot descriptif, c'est une véritable accusation. L'auteur s'en sert pour séparer radicalement la population marocaine de ses dirigeants. Ah, je vois, il crée une rupture. Voilà. Il dresse le portrait d'une élite dirigeante qui vit en vase clos, complètement obsédée par sa propre survie politique et surtout déconnectée des intérêts vitaux du peuple. C'est le postulat de base de tout son texte. En gros, ce qui est bon pour le Makhzen est fatal pour le Maroc. D'accord, c'est très clair. Et en fait, cette distinction, elle permet à l'auteur de relire l'actualité sous un angle totalement différent. À commencer par le point de départ de son analyse. La fameuse visite. Voilà, la visite prévue du souverain marocain à Paris. Parce qu'officiellement, on nous parle de quoi? De signer des accords économiques, des contrats de défense de nouvelle génération, bref, de la modernité. Mais la source balaye tout ça d'un revers de main. Pour l'auteur, c'est juste une mise à jour du traité d'Aix-les-Bains. Et là, faut vraiment qu'on s'arrête là-dessus, parce que c'est un paradoxe historique massif. Complètement. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire coloniale, les accords d'Aix-les-Bains en 1955, c'est censé être le symbole des négociations qui ont mené à l'indépendance du Maroc. Du coup, comment un texte qui dénonce la perte de souveraineté peut utiliser un traité d'indépendance comme preuve d'une recolonisation? Ça paraît dingue. C'est paradoxal, oui, mais l'argumentation repose sur une relecture très critique de la décolonisation. En fait, l'auteur appartient à un courant de pensée assez spécifique qui considère qu'Aix-les-Bains n'a jamais, au grand jamais, accordé une vraie indépendance. D'accord. Pour eux, c'était plutôt l'organisation d'un transfert de pouvoir ultra contrôlé. L'idée, c'est que la France a concédé les symboles de la souveraineté, genre un drapeau, un hymne, un gouvernement local. La façade, quoi. C'est ça, la façade. Tout en verrouillant fermement les structures économiques, financières et culturelles du pays. Du coup, en qualifiant ces nouveaux accords à Paris de, je cite, « supplément de mise à jour d'Aix-les-Bains », le texte affirme que le Maroc ne signe absolument pas un partenariat entre égaux. Il modernise juste ses chaînes, c'est ça l'idée. Exactement. Il modernise les chaînes de sa propre dépendance. Sous couvert de contrats de sécurité, de gros investissements, Rabat remettrait juridiquement et économiquement les clés de l'État à l'ancien colonisateur. C'est un protectorat 2.0 selon lui.
C'est fascinant comme perspective. Et si on suit cette logique, la dépossession n'est plus militaire comme à l'époque coloniale, elle devient purement contractuelle. D'ailleurs, l'auteur parle carrément de pillage économique, mais j'aimerais qu'on aille un peu au-delà du slogan. Concrètement, comment ça se passe sur le terrain, cette captation des richesses selon le document? Ouais, parce que c'est pas des camions militaires français qui viennent voler des richesses en pleine nuit, on est d'accord. Voilà, c'est pas un film d'action, il y a des mécanismes légaux, financiers qui entrent en jeu, j'imagine. Tout à fait. La mécanique décrite dans le texte s'apparente vraiment à un accaparement par le biais de concessions asymétriques et de privatisations très bien ciblées. La source fait carrément une liste des secteurs vitaux qui seraient touchés. On parle de l'énergie, de l'industrie des phosphates, des ressources halieutiques, donc la pêche, et des méga-infrastructures. Ah oui, les gros piliers de l'économie. C'est ça. Et l'argument de l'auteur, c'est que l'État marocain finance les infrastructures de base, avec de l'argent public, souvent on s'en dépend massivement, tu vois. Mais ensuite, il confie l'exploitation, les licences et surtout les bénéfices nets à des consortiums français. Et ça, sur des durées de plusieurs décennies. Attends. Si on utilise l'analogie de la maison dont on parlait au début, c'est un peu comme si une famille engageait une agence de sécurité pour surveiller sa maison, mais qu'en guise de paiement, elle leur donnait les titres de propriété, les clés du coffre-fort et les laissait vider le réfrigérateur, quoi. Ah bah c'est exactement ça. C'est une excellente métaphore. Ce qui signifie en clair que l'ossature même de l'économie nationale, tout ce qui génère la rente du pays, est siphonné vers l'extérieur. Vers la France, oui. Et le texte établit un lien de causalité implacable et très dur entre ces signatures de contrat et la misère sociale au Maroc. Pour l'auteur, c'est clair. En cédant le contrôle de l'industrie des phosphates, qui est quand même, rappelons-le, la principale richesse minière du pays et un enjeu mondial pour l'agriculture, ou en livrant les eaux très poissonneuses aux flottes étrangères, le gouvernement hypothèque carrément l'avenir. Il sacrifie les générations futures. Complètement. La richesse est extraite, la valeur ajoutée part directement vers la France et les conséquences sociales restent au Maroc. L'auteur parle du chômage endémique des jeunes, de la paupérisation accélérée des classes moyennes, bref, tout ça reste à la charge de Rabat. C'est un tableau super sombre. Mais il y a une question évidente qui doit venir à l'esprit de tous ceux qui nous écoutent là. Si on transfère vraiment le contrôle de l'énergie, des minerais, de l'eau à une puissance étrangère, comment on protège ces nouveaux actifs? Parce que les multinationales, elles ont horreur de l'instabilité, on le sait bien. Ah oui, le capital a besoin de sécurité. Et c'est justement là que le texte fait une transition hyper habile vers le volet militaire de ces accords. L'auteur suggère carrément que la coopération en matière de défense n'est pas du tout là pour protéger le peuple marocain, mais bien pour sécuriser ces fameuses concessions économiques. C'est le cœur de la deuxième partie de sa thèse, oui. Le document passe beaucoup de temps à déconstruire ce fameux concept de partenariat aérospatial et défensif. En fait, l'auteur soutient que la standardisation des équipements militaires marocains sur le modèle français, ça crée une dépendance structurelle irréversible. Comment ça? Acheter des armes françaises, des radars, des systèmes de communication cryptés, ça implique de dépendre de Paris pour tout le reste. La maintenance, les pièces de rechange, les fameuses mises à jour logicielles sans lesquelles le matériel ne vaut plus rien, et même la formation des officiers. Ah ouais, c'est le principe de l'interopérabilité, mais poussé à l'extrême, quoi. Exactement. Si toute l'architecture technologique de ton armée est contrôlée depuis l'Élysée, ça devient matériellement impossible de mener une politique de défense autonome, non? Ou même d'engager tes propres forces dans une direction qui déplairait à Paris. C'est le fond de sa pensée. Et le texte va encore plus loin. Il utilise une expression très forte. Il qualifie le nouveau rôle du Maroc de « base arrière ». Carrément. Ouais. Selon sa grille de lecture, l'armée marocaine, qui est financée par les impôts des Marocains, rappelons-le, devient une sorte d'outil externalisé de la géopolitique française. Le territoire national lui-même est perçu par l'auteur comme une simple plateforme logistique sécurisée mise à la disposition de la France pour qu'elle puisse projeter sa force. Et protéger ces fameux intérêts résiduels sur le continent africain, j'imagine. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais du coup, cette notion d'intérêt résiduel, ça nous oblige vraiment à élargir la focale. Parce qu'une telle abdication de souveraineté, qu'elle soit économique ou militaire, ça semble complètement irrationnel si on la regarde de façon isolée. Qu'est-ce qui pousse ces deux États à signer un accord aussi asymétrique et surtout maintenant? Il y a forcément une urgence. Il y a un contexte régional brûlant, en effet. Et le document propose une analyse très pointue de la situation française qui explique cette urgence. Selon la source, Paris ne chercherait pas à s'étendre par simple ambition impérialiste pure. C'est un instinct de survie stratégique.
après une série de catastrophes diplomatiques, c'est ça? Exactement. L'analyse régionale du document décrit un effondrement quasi total de l'influence française en Afrique, et plus particulièrement dans la région du Sahel. Le texte emploie d'ailleurs l'expression très forte d'expulsion humiliante. Ah oui, on pense tout de suite aux coups d'État récents, au Mali, au Burkina Faso, au Niger ces dernières années. C'est ça. Tous ces événements ont conduit au départ forcé et parfois très précipité des bases militaires et des diplomates français. Et l'auteur attribue cette déroute à quoi? À une vigilance accrue des peuples africains face à ce qu'il appelle le néocolonialisme, mais surtout, il pointe du doigt le rôle de l'Algérie voisine. L'Algérie. Ouais, l'Algérie est décrite dans le texte comme la force centrale, le catalyseur qui a accéléré ce rejet de l'hégémonie de Paris dans la région. D'accord, je vois. Donc on a une France qui est littéralement chassée de son précaré historique au sud du Sahara et qui se retrouve presque aveugle, sans point d'ancrage, dans une zone qui est cruciale pour elle. C'est exactement le diagnostic de l'auteur. Donc elle a un besoin vital de compenser cette perte géopolitique colossale. Et selon la source, Paris a un peu scanné la région et identifié le Maroc comme la porte d'entrée idéale ou comme, et c'est là que les mots sont très durs, comme le maillon faible. Voilà. L'expression maillon faible est absolument centrale dans la thèse du document, parce que, pose-toi la question, pour que la France puisse imposer des conditions aussi draconiennes, il fallait bien que la partie adverse soit dans une position de vulnérabilité extrême, tu vois. Ouais, logiquement. L'auteur dresse un portrait terrible de l'appareil d'État marocain. Amaxène terrorisé par l'évolution de la région. D'un côté, il souligne un isolement diplomatique croissant sur le continent africain, et de l'autre, une pression interne énorme due à la crise économique. Donc le Maxen pris en étau aurait tout simplement paniqué. La panique totale, quoi. C'est ça. Et c'est cette panique qui l'aurait poussé à brader ses ressources et son appareil militaire. Pas seulement à la France d'ailleurs, mais à d'autres puissances occidentales. Et tout ça dans un seul espoir, acheter une protection internationale pour assurer la survie du régime en place. Mais c'est là qu'on arrive vraiment au nœud du problème. Parce qu'un État souverain ne cède pas des pans entiers de son économie et de sa défense sans rien obtenir en retour. C'est pas possible. En échange, il doit bien y avoir quelque chose de tangible, non? Sur la scène intérieure marocaine, oui, absolument. Et la diplomatie marocaine justifie tous ces sacrifices par une seule et unique cause sacrée, la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. C'est vraiment l'alpha et l'oméga de la politique étrangère de Rabat aujourd'hui. C'est la priorité absolue. Or, c'est précisément sur ce point que la source lâche la bombe, la plus factuelle de toute son argumentation. Et elle ne le fait pas avec des opinions, mais en s'appuyant sur une dépêche très précise de l'agence de presse Reuters. Tu peux nous expliquer ce détail? Bien sûr, c'est peut-être le moment le plus percutant du texte. Le document utilise les informations confirmées par Reuters pour démontrer la nature complètement illusoire de cet échange. D'accord. Parce que, malgré toutes les déclarations grandiloquentes de la diplomatie française, tu sais, les grands discours soutenant le plan d'autonomie marocain pour le Sahara, la dépêche de Reuters précise une chose fondamentale. Ce nouveau traité bilatéral ne modifie en rien le statut juridique du territoire du point de vue des Nations Unies. Waouh. Rien du tout? Rien. Devant le droit international, le Sahara occidental reste techniquement un territoire non autonome soumis à un processus de décolonisation inachevé. Une simple lettre de l'Élysée ou un communiqué de presse à Paris, ça ne change pas une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est fou quand on y pense. La mécanique de l'accord, telle qu'elle est interprétée par l'auteur, elle devient d'une limpidité cruelle. D'un côté, tu as la réalité physique matérielle, la France qui sécurise l'accès à des mines de phosphate réelles, qui déploie des contrats d'armement réels et qui verrouille des infrastructures réelles. Des milliards sur la table. Voilà. Et en face, elle donne quoi en ripé? Des mots. Une simple reconnaissance bilatérale qui permet au gouvernement marocain de parader dans ses propres journaux télévisés, oui, mais qui concrètement ne pèse absolument rien devant un tribunal international. Un Marocain a troqué l'avenir matériel, le pain de sa population, contre des illusions diplomatiques. Et l'expression qu'il utilise est glaçante. Il dit que le pays est vendu à tempérament. À tempérament, donc, en pièces détachées. C'est ça. Comme on vendrait une marchandise à crédit, par morceaux, pour satisfaire l'appétit de multinationales que l'auteur qualifie de prédatrices. Franchement, le verdict de cette analyse est d'une noirceur totale. Le postulat final du texte, c'est que la décision politique prise à Rabat n'est tout simplement plus guidée par la notion de souveraineté. Plus du tout. Si on rassemble toutes les pièces du puzzle, la dépendance militaire avec l'interopérabilité, l'extraction économique des ressources,
la concession factice sur le Sahara, l'auteur conclut que la seule rationalité de tous ces accords, c'est la protection du palais. Le sommet de l'État accepterait de devenir le vassal de Paris juste pour garantir sa propre pérennité face à une région en pleine mutation et une jeunesse qui est extingue. C'est une lecture impitoyable, ouais. Mais ce qui la rend aussi pertinente à étudier, même si on ne la partage pas, c'est la mise en lumière de ce décalage vertigineux entre la rhétorique officielle et les rapports de force concrets sur le terrain. Clairement. Les beaux termes qu'on entend tout le temps, coopération bilatérale, développement mutuel, sécurité partagée, ça peut masquer des mécanismes de sujétion qui sont en réalité extrêmement sophistiqués. La source nous invite en fait à toujours regarder bien au-delà des poignées de main protocolaires et des photos officielles. Il faut lire les petits caractères des contrats, quoi. Exactement. Il faut examiner la structure du capital, les clauses d'exclusivité et les fameuses dépendances technologiques. Parce que c'est là, dans l'ombre des dossiers techniques, que s'écrit la véritable diplomatie. Et c'est bien pour ça que décortiquer ce type de littérature, aussi virulente soit-elle, c'est indispensable pour nous aujourd'hui. Ça montre que les tensions post-coloniales, c'est pas juste des reliques du passé consignées dans de vieux manuels d'histoire. Pas du tout. Non, ça reste très actuel. Mais ces pensions, elles s'abattent au monde moderne et elles prennent la forme de contrats miniers ou de protocoles aérospatiaux. La virulence de l'auteur de ce texte témoigne de blessures historiques qui continuent en fait de dicter la politique en Afrique du Nord. Le vocabulaire a changé, c'est sûr, mais la perception intime de la dépossession reste totalement intacte. C'est une excellente conclusion. C'est un prisme de lecture qu'il ne faut jamais ignorer en géopolitique. Et d'ailleurs, la véritable réflexion que ce document laisse dans son sillage, je pense qu'elle dépasse très largement le simple cadre franco-marocain. Quand on y pense, si, dans l'architecture mondiale actuelle, un pays en développement se sent obligé de transférer le contrôle de sa souveraineté économique et de son indépendance militaire à une ancienne puissance coloniale, et ce, juste pour obtenir une vague validation politique de court terme, il faut se poser une question assez troublante. Je t'écoute. Le concept même de souveraineté nationale pour les pays du Sud, est-ce qu'il existe encore vraiment de manière autonome? Ou est-ce que c'est devenu qu'une fiction juridique, une belle idée qu'ils sont condamnés à louer à prix d'or à ceux qui dictent les véritables règles du jeu international? Ah ça. C'est une question qui mérite de raisonner longtemps après cette exploration. Exactement. Ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle plongée au cœur des sources. Au revoir et gardez toujours un esprit critique face aux évidences officielles.